Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Hopi a une nouvelle collègue de travail, Karen, qui se prend pour un génie, et quand le PDG demande à Hopi de rester de son côté de la frontière, et de ne pas s'occuper des clients du côté de Karen, Hopi fait exactement cela. Mais il semble que le génie se soit un peu surestimé. L'histoire suivante est postée par Alabastre. Je vivais avec ma copine et un colocataire, et nous avons partagé le coût de chaque facture de manière égale, même si chaque facture était au nom d'une seule personne. Enfin, c'était l'idée. Mais j'ai naïvement aidé ma copine à payer sa partie des factures. C'est-à-dire que j'ai payé complètement la plupart d'entre elles. Le loyer était à mon nom, l'électricité à celui de ma copine, etc. Eh bien, j'ai fini par en avoir assez de ces bêtises. Disputes, gerbilles malodorantes, absence de tâches ménagères. Et nous avons rompu. C'était moche. Elle a mis du temps à déménager, s'arrangeant pour gratter chaque centime qu'elle pouvait avant de partir. Quand elle est partie, j'ai immédiatement ouvert un nouveau compte d'électricité à mon nom. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de confirmation par la poste, mais aussi la facture d'électricité des 3 derniers mois où mon ex vivait avec nous. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Nous ne pouvions même pas la payer si nous le voulions, car la facture était à son nom. Je lui ai envoyé un message. « Yo, t'as reçu la facture d'électricité par la poste. Elle s'élève à 120 $, alors viens chercher 40 $ pour chacun d'entre nous. » Où sont les 40 autres dollars ? On était d'accord pour que je ne paie plus les factures après mon déménagement. Comme si elle le faisait avant. Tu vivais encore ici pendant la durée de la facture. C'est des bêtises, je ne vais rien payer du tout. Nous avions un accord. Eh bien, tu peux venir chercher notre part, ou tu peux la payer toute seule. De mon point de vue, tu peux soit apporter les 120 $ chez moi, soit t'amuser dans le noir, lol. Tu m'as bien eu. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle ne sait pas que j'ai ouvert mon propre compte auprès du fournisseur d'électricité. Elle pensait qu'en refusant de payer, le fournisseur nous couperait l'électricité. Une bonne façon de nous soutirer 40 $ de plus, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre de la compagnie d'électricité portant son nom. Il s'agissait probablement d'un avertissement de retard de paiement. Je lui ai envoyé un texto pour le lui dire, et elle m'a répondu « Lol, pourquoi es-tu si désespéré de me parler ? Tu sais ce que tu as à faire ?» Smiley sourire. Une autre lettre est arrivée pour elle. Cette fois-ci, il s'agissait probablement de frais de retard. C'est une supposition parce que je les ai jamais ouvertes. Je lui ai envoyé un message et elle m'a dit « Je croyais d'avoir dit de ne plus jamais me parler !» Comme vous voulez, madame. D'autres lettres sont arrivées, mais d'une nouvelle adresse. J'ai cherché sur Google l'adresse du nouvel expéditeur et j'ai découvert qu'il s'agissait d'agent de recouvrement. C'est effrayant. C'est dommage que je n'ai pas pu lui dire un mot. Environ 2 ou 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de mon ex et j'ai été accueilli par « C'est quoi ce bordel ? Des gens appellent la maison de mes parents, j'ai tous les frais de retard, bah, agent de recouvrement !» Je lui ai dit que si elle voulait notre part de la facture, elle savait quoi faire. Réalisant qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle a cédé et est venue chercher l'argent. Mon colocataire et moi ne lui avons pas donné 1 centime pour les frais de retard, et j'ai probablement eu l'air horriblement content de moi en lui donnant mon argent pour la dernière fois. Je pense qu'un des meilleurs souvenirs que t'auras de cette relation, c'est la tête qu'elle devait tirer quand elle est venue récupérer l'argent. L'histoire suivante est postée par ACFF. Un peu de contexte. J'étais un dépanneur général pour mon entreprise. Je réglais des problèmes divers et variés donc. Mon travail impliquait de nombreux déplacements chez les différents clients que nous avions. Ma zone de travail est l'Ontario, au Canada, où je suis basé, et certains des États voisins des États-Unis, New York, Massachusetts, Vermont, Pennsylvanie. Je faisais la plupart de mes déplacements en voiture, car mon emploi du temps peut changer assez rapidement, et l'avion peut vite devenir très coûteux. J'avais un collègue qui est techniquement mon subordonné, mais nous avons une très bonne relation de travail, et nous gérions souvent les appels indépendamment l'un de l'autre. On prenait des nouvelles par téléphone 1 fois par semaine, et en personne 1 fois par mois, lorsque c'est nécessaire. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai reçu un mail m'appelant au siège social à New York pour une réunion avec le PDG et le conseil d'administration concernant mon poste. Je vérifie auprès de mon collègue et il a reçu le même mail. Nous planifions donc notre voyage et nous nous retrouvons à New York la semaine suivante. Nous dînons ensemble la veille de la réunion et pas moyen de deviner le sujet de la réunion. Il est rare d'être convoqué au siège social et encore plus rare que les choses soient aussi vagues. Lors de la réunion du lendemain, on nous informe que l'entreprise divise notre département entre les États-Unis et le Canada et qu'une nouvelle personne s'occupera des clients américains tandis que nous devrons nous limiter au Canada. Mon collègue et moi avons été un peu choqués par cette nouvelle, car aucun de nous n'avait entendu parler de ça.
J'ai demandé qui était la nouvelle personne pour les États-Unis, et nous avons alors appris qu'il s'agissait d'une nouvelle recrue à laquelle le PDG avait porté un intérêt particulier. Essayant de faire preuve de bonne volonté, j'ai proposé de former la nouvelle personne. Il y a de nombreuses réalités du travail qui ne figurent pas dans la description du poste. Le PDG a accepté et a fait entrer la nouvelle recrue. Une jeune femme d'environ 23 ans arrive, avec l'air de tout savoir. Elle s'assoit à la table et fait immédiatement comprendre qu'elle ne veut rien avoir à faire avec nous. Dans la conversation suivante, le PDG, c'est Bob, la nouvelle recrue, c'est Karen, et mon collègue, c'est Jim. Bienvenue Karen, nous venons d'informer Opie et Jim du changement de structure, et ils sont prêts à t'apporter le soutien dont tu as besoin pour démarrer. Karen et Bob me regardent tous les deux. Heureux que tu sois à bord, Karen, et je pense que Jim et moi avons beaucoup d'expérience à partager avec toi, et nous sommes heureux de le faire. Peut-être serait-il préférable de le faire dans une réunion séparée, pour ne pas prendre le temps du conseil. Merci à tous. J'ai beaucoup d'idées sur la façon dont je peux moderniser notre département et sur les nouvelles politiques que je peux mettre en place, qui devraient permettre à l'entreprise d'économiser beaucoup d'argent en dépenses. Je suis très confus à ce stade. Karen parle comme si c'était ma supérieure, et ce n'est pas du tout ce dont Bob nous a parlé. Je vois certains membres du conseil d'administration jeter des regards interrogateurs à ce sujet. Bob, j'ai peut-être mal compris les nouveaux rôles. Peux-tu clarifier les choses ? Bien sûr, Karen est la nouvelle responsable de ton service, et toi et Jim êtes sous ses ordres. Ce n'est pas ce dont nous avons discuté ou que nous avons approuvé en tant que conseil. Nous n'étions pas tout à fait convaincus de la nécessité de diviser le département, mais cela va totalement à l'encontre de ce dont nous avons discuté. De quoi avez-vous discuté alors ? Que votre département serait divisé entre les États-Unis et le Canada. Opie et Jim resteraient au nord de la frontière, et que vous vous occuperiez des États-Unis. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, mais je peux faire avec. Tant que ces deux-là restent hors de mon chemin, indiquant Jim et moi. Jim et moi sommes choqués et insultés qu'on nous parle ainsi. Nous sommes tous les deux très bons dans notre travail, et avant aujourd'hui, nous n'avions jamais vu cette femme de notre vie. C'est réglé. Opie, à partir de maintenant, Jim et toi n'avez plus rien à faire avec Karen. N'intervenez pas du tout dans son travail. Vous devez tous les deux vous limiter à travailler au Canada seulement. Sur ce, il a mis fin à la réunion et a quitté la pièce, Karen le suivant de près. Jim et moi sommes restés stupéfaits pendant un moment, et certains membres du conseil sont venus nous voir pour nous exprimer leur choc et leur sympathie. J'ai eu assez de présence d'esprit pour demander si nous allions recevoir une directive écrite de ce changement, et on m'a assuré que ce serait le cas. En effet, Jim et moi avons reçu des mails concernant la nouvelle directive de Bob à la fin de la journée. Après avoir envoyé un mail à tous nos clients américains pour les informer du changement et leur donner les coordonnées de Karen, Jim et moi sommes rentrés à Toronto, et nous nous sommes réorganisés pour ne travailler qu'en Ontario. Cela nous a permis de réduire considérablement nos déplacements, et de respirer un peu plus. En l'espace d'une semaine, j'ai reçu des plaintes de nos clients basés aux États-Unis, qui reprochaient à Karen de ne pas répondre à leurs mails et de manquer leurs rendez-vous. J'ai transmis ces mails à Karen et j'ai mis en copie tout le conseil d'administration, y compris Bob. Une semaine plus tard, je reçois un appel téléphonique de Karen, qui a l'air affolée, mais qui ne veut pas admettre qu'elle a besoin d'aide. Elle engage une conversation agréable, puis me demande comment je gérerais un type particulier de situation. Je lui dis que je ne suis vraiment pas intéressé à discuter de son travail, car cela pourrait être perçu comme une ingérence dans son travail. Plus tard dans la soirée, Jim m'appelle pour me dire qu'il a eu la même conversation avec Karen et qu'il l'a gérée de la même façon. À la fin du mois, Bob m'appelle pour me demander si je vais reprendre tout le service. Je lui réponds poliment que non, car je ne veux pas interférer avec Karen et son rôle. Pendant les 3 mois suivants, je reçois des mails et des appels téléphoniques de clients américains qui me demandent si je peux redevenir leur contact. Cela confirme une idée qui me trottait dans la tête. Jim et moi avions en fait augmenté notre clientèle en Ontario, depuis que nous nous étions limités à cette région. Un jour, j'ai déjeuné avec Jim et je lui ai demandé s'il voulait s'associer à moi pour créer notre propre société de conseil. Nous ne pouvions pas offrir tout ce que notre entreprise actuelle offrait, mais nous pouvions fournir un haut degré de professionnalisme dans notre domaine spécifique, et il semblait que nous avions une base de clientèle toute prête. À la fin du déjeuner, il était d'accord, et nous avons entamé les démarches nécessaires pour nous lancer. Dès que nous avons été prêts, nous avons tous les deux présenté notre démission en expliquant pourquoi. Les prochaines fois que des clients nous ont contactés, nous leur avons dit que nous ne travaillions plus pour l'entreprise. Lorsqu'ils nous ont demandé si nous travaillions toujours sur le terrain, nous leur avons dit que nous avions créé notre propre entreprise et quels services nous proposions. Un mois plus tard, 60% de nos clients américains nous rejoignaient, et comme l'ancienne entreprise n'avait aucun soutien au Canada, nous avions 80% des clients canadiens. En 2 mois, nous avions 80% des clients américains et 90% des clients canadiens.
Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis, notre nouvelle entreprise s'est suffisamment développée pour que nous embauchions 7 nouveaux consultants. Jim et moi nous retrouvons à faire plus de travail de bureau que de travail sur la route, et à faire la cour aux clients. Notre ancienne entreprise a dû cesser d'offrir des services de dépannage en personne, ce que faisait notre service, et Bob a été congédié par le conseil d'administration. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Karen. À mon avis, elle a dû être virée aussi, et franchement, c'est tout ce qu'elle mérite, et Bob, pareil. L'histoire suivante est postée par Sam Unseen. En septembre dernier, ma femme avait prévu un merveilleux cadeau de fête des pères pour moi. La fête des pères a lieu en septembre en Australie. Ce devait être ma toute première fête des pères en tant que nouveau papa. Pour marquer l'occasion, ma femme s'était arrangée pour faire graver au laser le visage de notre fille sur un doc tag. Cependant, la veille de la fête des pères, elle a reçu l'article, et il était, disons, de qualité inférieure. Alors, elle est venue me voir et m'a montré mon cadeau, plutôt que prévu. Et pour ceux qui font qu'écouter et qui ne regardent pas, on a droit à un médaillon avec une tête de bébé, jusque-là tout va bien. Sauf qu'il y a aucune couleur, du coup le bébé il a genre les yeux blancs fantomatiques, on dirait presque un bébé zombie, et le bas du visage est pas fini d'imprimer, imaginez des lignes d'un écran cassé presque. J'ai déjà eu affaire à des commerçants pourris, et je me suis souvenu qu'il faut toujours être prêt lorsqu'on constate la qualité d'un bien ou d'un service. J'ai donc réglé mon téléphone sur enregistrement audio, et j'ai abordé le vendeur. J'ai expliqué que ma femme était contrariée par la qualité de la gravure. À juste titre. J'ai demandé un remboursement et je me suis immédiatement heurté à une résistance. Pour commencer, ils ont blâmé la qualité de la photo que nous avions fournie. Puis, lorsque j'ai contesté cela, ils ont dit que la gravure au laser ne faisait pas très bien la profondeur et que certains visages peuvent se retrouver avec des ombres manquantes. Fin de la conversation. Ils ont refusé un remboursement et menacé d'appeler la sécurité si je ne partais pas. Le magasin de gravure est situé dans un centre commercial dans lequel il se trouve que je travaille. Ma femme et moi sommes partis. Nous avons tout de suite laissé un avis peu élogieux sur leur page Google. Ils nous ont accusés d'être de mauvaise foi et nous ont menacés de violence. Notre avis n'était pas le seul à avoir reçu ce genre de réponse de leur part. Ils nous ont informé que l'affaire a été transmise à la police locale et qu'une ordonnance restrictive avait été demandée. Nous avons immédiatement appelé tous les postes de police locaux et nous avons été ravis d'apprendre qu'ils n'avaient jamais entendu parler de l'entreprise en question. Après réflexion, et en tant que tête de mule que je suis, j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé de porter l'affaire devant le tribunal local des petites créances. Un mois environ s'est écoulé, et notre date de passage au tribunal est arrivée. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à ce que le graveur se présente. Mais voilà, il était là. Dans un tribunal des créances civiles, en pantalon camouflage et en sweat à capuche. Nous nous sommes retrouvés dans une salle avec un médiateur, qui nous a dit qu'il ne valait peut-être pas la peine de demander un remboursement de 40$ à quelqu'un qui, en gros, est une tête de nœud. Elle nous a prévenu que cela pourrait finir par coûter plus cher que le service au départ. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis une tête de mule. Nous avons donc continué, choisissant d'aller à l'audience. C'est alors que nous avons entendu de merveilleuses nouvelles de la part du graveur. « Oh, je suis pas prêt à aller à l'audience aujourd'hui, je n'ai aucune de mes preuves. » Ding ding ding. Nous sommes allés à l'audience ce jour-là. Le juge a tranché en notre faveur et a émis un avis de paiement. L'entreprise devait nous payer 40$ dans les 2 semaines. Pas de paiement, pas de surprise. Pendant ce temps, j'avais communiqué par mail avec le titulaire du bail du graveur. Ce dernier, en réponse à ma plainte et à bien d'autres, a décidé de résilier le bail, mettant ainsi le graveur à la porte du centre commercial. Pendant que le graveur organisait un nouveau lieu pour son commerce, j'avais rempli une requête pour une ordonnance de saisie immobilière. Ce qui signifie que le shérif local a pu entrer dans ses locaux et le soulager de la marchandise à hauteur de la valeur du remboursement, plus les frais de justice. Ce qui fait maintenant un total de 139$. J'ai informé le graveur. Je lui ai demandé s'il voulait régler le problème comme une personne raisonnable ou avoir le shérif qui lui rend visite. Il n'était pas une personne raisonnable. Je lui envoie donc par SMS, juste pour que vous sachiez. Vous nous devez maintenant 139$ parce que vous n'avez pas payé à temps votre condamnation initiale. Vous voulez régler ce problème comme une personne civilisée, ou bien préférez-vous que j'envoie le shérif à votre nouveau magasin pour saisir certains articles afin de couvrir ce que vous me devez ? Ce à quoi il m'a répondu « Tu peux toujours essayer, mec, c'est pas comme ça que la loi marche !» Smiley sourire. Une fois l'ordonnance délivrée, les frais sont passés à 225$. Il ne me restait plus qu'à attendre. Et j'ai attendu. Jusqu'au 13 mars de cette année, lorsque le shérif s'est finalement présenté dans les nouveaux locaux du graveur.
Un ultimatum lui a été proposé. Payer les frais ou se faire saisir la marchandise. Mesdames et messieurs, nous l'avons eu. L'homme a payé. Il s'est entêté pendant plus de 6 mois pour un remboursement de 40 $, il a dû payer 225 $ plus 5 $ d'intérêt. Alors 230 $, c'est pas une somme énorme, mais à la place des 40 $, ça fait quand même qu'il a payé 550% de plus presque. Fait mal au portefeuille. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.